Alors, l'exercice 14, on avait commencé à regarder la question 1. Alors, je vous rappelle ce que c'était. On avait deux plans infinis, euh, chargés avec des densités de charge différentes. Le premier a une densité sigma et le second 2 sigma. La densité de charge est négative. Alors, la distance qui sépare les deux plans est petit a. Alors, évidemment, les plans sont de dimension infinie, donc le dessin n'est pas aux bonnes proportions, hein. La distance petit a est très, très faible devant la dimension des plans, hein, puisque on les considère comme infinis. Alors, première question, déterminer le champ électrique E de Z dans les régions A, B et C, représenter le graphe de E de Z, la mesure algébrique du champ. Et deuxièmement, sachant que le potentiel à Z égale 0 est égal à 0, en déduire le potentiel V de Z dans les trois régions et représenter le graphe V de Z. Alors, on en était, on avait regardé comment étaient orientés les champs. Alors, on avait appliqué le théorème de Gauss. On avait commencé par chercher le champ qui était produit par un plan tout seul. D'accord? Alors, on avait vu qu'il avait la direction perpendiculaire au plan, qu'il avait pour sens un sens attractif, donc vers le bas si le point M se trouve au-dessus du plan, et vers le haut si le point M se trouve en dessous du plan. Alors ensuite, on avait choisi comme surface de Gauss qui allait nous servir à appliquer le théorème de Gauss, euh, un cylindre qui traversait le plan. Donc un cylindre de base S1 et S2 et de surface latérale S3. Alors on avait pris le soin de prendre des bases petites pour être sûr que le champ ne varie pas trop d'un point à un autre de cette base. Alors ensuite, on avait calculé le flux. Alors le flux, c'était la somme des trois flux phi1, phi2 et phi3. Et le flux phi1, c'était le produit scalaire ES1, puisque S1 est suffisamment petit pour qu'on considère que le champ est le même partout. Donc, pour calculer ce flux, on n'a pas décomposé la surface S1 en petites surfaces ds sur lesquelles on calculait les flux élémentaires et qu'après on faisait la somme des flux élémentaires. Ici, on considère que S1 est suffisamment petite pour que le champ soit le même en tout point de S1. Donc, le flux, on a écrit que c'était le produit scalaire ES1. Alors, comme le champ est attractif, eh bien, le produit scalaire ES1 est négatif et ça donnait donc moins le module de E par S1. On avait fait la même chose pour le flux à travers la surface S2 qui était négatif aussi. Et à travers la surface latérale, eh bien, puisque tous les DS sont à l'horizontale et que le champ est dans la direction verticale, eh bien, tous les produits scalaires, tous les flux élémentaires EDS étaient nuls, donc le flux total à travers la surface S3 est nul aussi. Donc, le flux total, c'était phi1 plus phi2 plus phi3, donc c'était deux fois phi1. Donc moins 2 ES1. Alors ensuite, on avait calculé la charge enveloppée par la surface de Gauss. Alors le cylindre, il traverse le plan. Alors la charge se trouve partout, mais ce qui va être enfermé à l'intérieur de ce cylindre qui est la surface de Gauss, ce sera uniquement le disque, le petit disque que j'ai colorié ici en rouge.
il n'y a que cette partie de la charge qui est enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, si, si je connais cette surface et que je connais la densité de charge, eh bien, je peux dire que la charge intérieure à la surface de Gauss, eh bien, c'est sigma multiplié par cette surface qui est soit S1, soit S2, c'est-à-dire la base, le cylindre, la surface de Gauss est un cylindre qui coupe, qui traverse le plan perpendiculairement, hein. C'est-à-dire que son axe, il est bien perpendiculaire à l'orientation du plan. Alors, ensuite, eh bien, on avait dit que c'est valable, tous ces résultats sont valables pour un plan. Alors, pardon, j'étais pas arrivée à la fin. Dernière étape de ma méthode du calcul de champ par le théorème de Gauss, c'était d'écrire le théorème de Gauss, c'est-à-dire le flux égal à la charge enfermée dans la surface de Gauss, donc la charge intérieure à la surface de Gauss, divisé par epsilon 0. Alors, le flux, eh bien, c'est le flux qu'on a calculé, c'est-à-dire phi1 plus phi2 plus phi3. La charge intérieure, eh bien, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est sigma S1. Donc, on remplace. Donc, phi, c'est moins 2 fois E S1. Et Q intérieur, c'est sigma S1. Alors, ensuite, eh bien, on en déduit le module du champ. Alors, on trouve une quantité avec un signe moins, mais ce n'est pas une quantité négative puisque la densité de charge est négative. Donc, j'ai bien un module du champ qui est une quantité positive, hein. Donc, tout va bien. Alors, maintenant, le vecteur E, eh bien, je peux l'écrire avec un vecteur unitaire K, c'est-à-dire que au-dessus, alors voici mon plan. Alors, voici mon plan. Si mon point M se trouve ici, eh bien, on a trouvé que le champ avait cette direction-là. Donc, ici, le champ E. Alors, je mets un axe au Z. Alors, un axe au Z avec un vecteur unitaire K, d'accord, orienté dans le sens positif sur l'axe OZ. Donc ici, ce champ, ça sera égal à, alors il aura une mesure algébrique négative puisque le champ E est de sens opposé au vecteur K, d'accord? Donc puisqu'il a une mesure algébrique négative, eh bien je vais écrire que c'est sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par le vecteur unitaire K. D'accord? Sigma étant négative, le vecteur E a bien une mesure algébrique qui est négative, c'est-à-dire qu'il est orienté dans le sens négatif. Maintenant, si le point M se trouve en dessous, eh bien, j'ai mon champ électrique qui a une mesure algébrique positive puisque le vecteur est orienté dans le sens positif. Eh bien, je vais écrire que c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par le vecteur unitaire K. D'où le plus ou moins ici, hein, d'accord? Si vous êtes au-dessus du plan, eh bien, la mesure algébrique du champ électrique est négative. Et si vous êtes en dessous du plan, la mesure algébrique du champ électrique est positive, puisque sigma est négatif. Avec le signe moins ici, ça vous donne une mesure algébrique positive. Voilà donc pour le problème à un plan. Maintenant, nous, on n'a pas un plan, on en a deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le principe de superposition, c'est-à-dire faire comme si chacun des plans était seul, calculer le champ qu'il produit dans chacune des trois régions A, B, C, et ensuite on fait la somme des deux champs. Alors, c'est ce qu'on a fait, on avait commencé à voir ça la dernière fois. Alors, voilà.
euh, j'ai séparé ici, dans mes dessins, j'ai séparé euh, les, l'action de chacun des plans, d'accord? Donc, j'ai fait comme si le plan du bas n'existait pas. Je ne considère que le plan du haut, donc il va donner un champ électrique attractif que j'appelle E1. Alors, la région, je vais écrire ce que c'est que les régions. Alors, la région A, c'est celle qui est au-dessus du plan. La région B, c'est celle qui est entre les deux plans. Et la région C, c'est celle qui est en bas. Mais pour ce plan, la région A est au-dessus et les régions B et C sont en dessous. C'est-à-dire que les régions B et C sont confondues euh, vu du plan avec la densité de charge de sigma. Ici, vous avez les régions A et B qui sont au-dessus du plan de densité de charge sigma et la région C est en dessous. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure pour un plan, on va pouvoir l'appliquer à chacun des plans pris séparément. C'est-à-dire que pour la région A, eh bien, je vais avoir un champ E1 attractif. Pour les régions B et C, eh bien, un champ attractif, cette fois orienté vers le haut. Pour le deuxième plan, euh, dans les régions A et B, eh bien, le champ va avoir un sens attractif orienté vers le plan chargé avec la densité de charge sigma. Et en dessous, voici le champ E2. D'accord? Donc, euh, tout est, euh, tout est identique à ce qu'on a vu dans la première partie, c'est-à-dire le champ créé par un plan tout seul. Alors, la direction des champs, eh bien, ils sont perpendiculaires au plan et de sens attractif. Les surfaces de Gauss vont être des cylindres d'axe perpendiculaire au plan et de base S. Les flux, eh bien, les flux, j'ai mes vecteurs S qui sont toujours orientés vers l'extérieur pour une surface fermée. Ici, la surface fermée, c'est le cylindre. Le dessin, il est en coupe. Hein. J'ai pas fait un dessin en perspective. En réalité, voilà comment c'est. Vous avez votre plan, le cylindre, si j'y arrive. Ah, bon. Voilà, hein, le dessin en perspective, il serait comme ça, hein, avec un cylindre qui a son axe perpendiculaire. Bon, j'y arrive pas. Vous avez compris que ce que j'ai dessiné ici, c'est une coupe. D'accord? C'est-à-dire que je prends un plan vertical qui va couper à la fois le plan, donc je ne vois qu'une droite, et à la fois le cylindre, donc je ne vois que la coupe du cylindre, c'est-à-dire là où le cylindre va couper ce plan vertical. Et donc, voilà, le flux à travers la surface de Gauss, eh bien, ça sera, alors je l'ai appelé phi 1, ça veut pas dire, c'est pas les mêmes notations que tout à l'heure, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est le flux à travers la surface S1, hein, c'est, bon, peut-être que, voilà, je dessine mon cylindre, et ça. Et voici mon plan et l'endroit où j'ai... bon, est-ce que je peux déplacer ça? Oui, voilà.
C'est bon? Alors, voilà la situation en 3D, si vous voulez. C'est que vous avez votre plan, vous avez le cylindre qui est la surface de Gauss qui va traverser ce plan. Et, euh, et j'ai donc le flux à travers cette surface, le flux à travers cette base, plus le flux à travers la surface latérale. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails. On a trouvé que le flux à travers cette surface de Gauss, c'était moins 2 fois le module du champ par la surface de la base. D'accord? Alors, on fait la même chose pour le deuxième plan. Donc, on a un flux négatif qui est égal à la somme des flux à travers les deux bases. Alors, ensuite, on calcule, quatrième étape, on calcule les charges intérieures. Alors, qu'est-ce qui va être pris, qu'est-ce qui va être enfermé à l'intérieur du cylindre? Eh bien, c'est comme tout à l'heure, c'est le petit disque qui est intercepté par le cylindre quand il traverse le plan. Je vais revenir à mon dessin de tout à l'heure. Voilà. Voilà, la charge intérieure, ça va être cette partie-là du plan. D'accord? Donc, elle a la même surface que la base, donc c'est S1 multiplié par sigma. Hmm. Alors, donc pour le premier plan, alors il faut se rappeler que la densité de charge du plan du haut, elle est de 2 sigma, c'est-à-dire que la charge intérieure, eh bien, ça sera la densité de charge. Donc, sigma 1, ça sera 2 sigma multiplié par S. Et ici, pour le deuxième plan, eh bien, ça sera sigma S. Alors maintenant, les champs calculés séparément, eh bien, j'écris que pour le premier champ, le flux est égal à la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss divisée par epsilon 0. Donc, j'ai moins 2 fois E1S égale à 2 sigma S sur epsilon 0, ce qui me donne comme module du champ moins sigma sur epsilon 0. Alors, évidemment, puisque la densité de charge ici est 2 fois plus grande, on va trouver un champ qui est 2 fois plus grand que pour le deuxième plan. Alors, deuxième plan, eh bien, on trouve que le module de E2 est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, le champ total maintenant, principe de superposition, eh bien, on va faire la somme dans chaque région, la somme des deux champs. Alors, je vous rappelle que pour le plan du haut, la région A se trouve au-dessus et les régions B et C en dessous, c'est-à-dire que j'aurai le même résultat, le même champ, donc même direction, même sens, même module, dans la région B et dans la région C. Par contre, pour le plan du bas, ce qui est au-dessus, c'est les régions A et B, et ce qui est en dessous, c'est la région C. Donc, pour les régions A et B, j'aurai le même champ, même direction, même sens, même module. Et pour la région C, j'aurai un autre champ, donc avec une direction, un sens qui n'est pas forcément le même et un module. Voilà. Donc j'ai, si on regarde bien, dans la région A, si je fais la somme de ces deux vecteurs, j'obtiens un champ vers le bas. Dans la région B, si je fais la somme de ces deux vecteurs, eh bien, j'aurai un champ vers le haut qui aura pour module la différence des modules. Et dans la région C, un champ qui aura, alors la somme de ces deux vecteurs, ça sera un vecteur qui sera vers le haut et qui aura pour module la somme des modules. Voilà. Alors, on va écrire ça maintenant. Tout à l'heure, vous avez vu, on a écrit ça
avec le vecteur unitaire K, eh bien, on va faire la même chose ici. Ah, voilà. Alors, euh, j'ai donc le vecteur dans la région A. Je vous rappelle que la région A, c'était celle du haut. Je vais refaire le dessin pour qu'on n'ait pas à revenir à chaque fois. Alors, dans la région, j'ai mes deux plans, d'accord? Dans la région A, j'ai trouvé que c'était un vecteur qui était comme ça. Dans la région B, il était comme ça. Et dans la région C, il était vers le haut, c'est ça? Voilà. Donc, l'orientation du champ. Alors, j'écris donc dans la région A. Alors, ça, c'est la région A, la région B et la région C. Donc, mon vecteur K, il est... ah, mince. Donc, j'avais euh, un champ vers le bas, ici, comme ça, et là, comme ça. D'accord? Alors, le vecteur K étant orienté vers le haut, ça veut dire que dans la région A, B et C, alors dans la région A, eh bien, le champ a une mesure algébrique négative, donc c'est moins le module de E multiplié par le vecteur unitaire K. Dans la région B, le champ a une mesure algébrique positive. Et dans la région C, le champ a une mesure algébrique positive aussi. Alors, on avait dit que le module de E dans la région AA, c'était la somme des modules. Alors, je vous rappelle ce que c'était que les modules. Pour E1, on avait trouvé que c'était moins sigma sur epsilon 0. Et pour E2, c'était moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, quand on fait la somme, ça donne moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Et comme E, c'est le vecteur E, c'est moins le module de E multiplié par le vecteur K, pour bien signifier que E est dans le sens négatif, eh bien, je vais mettre un signe moins devant le module de E et ça me donne E égale 3 sigma sur 2 epsilon 0 K. Alors, je vérifie, sigma étant négatif, cette quantité est négative, donc E est bien de sens opposé à K. Alors, pour la région B, on a trouvé que, alors que le champ était dans le sens positif et que son module, c'était la différence des modules. Parce que j'avais E1 qui était orienté vers le haut et j'avais E2 qui était orienté vers le bas. Et on avait fait la somme de ces deux vecteurs et la somme avait pour module la différence des modules. Alors, E1, c'était moins sigma sur epsilon 0 et E2, c'était moins sigma sur 2 epsilon 0, ce qui me donne, quand je fais la différence, moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, mon champ étant dans le sens positif, donc E, c'est plus le module de E multiplié par K. Donc, j'écris le module de E multiplié par K. Je vérifie encore une fois, sigma étant négatif, cette quantité va être positive, ça veut dire que E est dans le sens de K. Alors, dernière région, région C, le champ a un sens positif, donc c'est plus module de E multiplié par K. Le module de E, c'est la somme des modules de E1 et E2, donc moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Et j'écris que E, c'est le module de E par K, c'est-à-dire moins 3 sigma sur 2 epsilon 0, K. Sigma étant négatif, cette quantité est positive, donc E est bien dans le sens positif. Voilà. Alors, on va maintenant regarder la courbe
la courbe du module, de la mesure algébrique du champ en fonction du Z, d'accord? Alors, la région A, c'est quoi exactement? Alors, la région A, c'est euh, oui, voilà. Alors, la région A, elle correspond à quoi? Eh bien, elle correspond à Z supérieur à A. La région B, elle correspond à... Alors, la région A, bon, je suis désolée. La région A, je ne sais pas si je vais y arriver. Ça correspond à Z supérieur à A. La région B correspond à Z compris entre 0 et A. Et la région C correspond à Z négatif. D'accord? Regardez votre énoncé. L'axe OZ, son origine, elle est sur le plan du bas. Donc la région C, c'est des Z négatifs. La région B, c'est Z compris entre 0 et A. Et la région A, c'est Z supérieur à A. D'accord? Alors, je vais donc représenter pour les différentes valeurs possibles de Z ma courbe de la mesure algébrique du champ. Alors, on a trouvé ici une mesure algébrique négative, d'accord? Je suis dans la région A, c'est-à-dire pour Z supérieur à A. Donc, voici la mesure algébrique de E dans la région A. Ensuite, région B, c'est pour Z compris entre 0 et A. C'est cette expression qui est valable. Donc, la mesure algébrique, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Sigma étant négatif, eh bien, cette mesure algébrique va être positive. Donc, j'ai ici moins sigma sur 2 epsilon 0 qui est une quantité positive. Et le champ a un module qui est constant, une mesure algébrique qui est constante, entre z égale 0 et z égale a. Et enfin, pour z dans la région C, pour z négatif, eh bien, alors z étant négatif, cette mesure algébrique va être positive. Eh bien, voici la mesure algébrique du champ. Donc, le champ est constant par partie, d'accord? Donc, région C, il a une mesure algébrique positive. Région B, il a une mesure algébrique positive, mais différente, plus petite que tout à l'heure. Et région A, qui est qui correspond aux valeurs de Z supérieures à A, j'ai une mesure algébrique négative. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ça va, vous suivez? D'accord. Ok, très bien. Merci. Alors, on va passer maintenant à la dernière question. Le calcul du potentiel, sachant que le potentiel, merci, le potentiel est nul pour Z égale 0. D'accord? Alors, on va se servir de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le calcul du champ, et on va, alors, je ne sais pas, est-ce que c'est le cas pour les autres? Merabti dit que le son se coupe. Est-ce que tout le monde a un problème de son? Non?
J'ai désactivé la webcam pour améliorer un petit peu la qualité de la connexion, mais je sais pas. Euh, Ammar, essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter, peut-être que ça fonctionnera mieux. Mhm. Alors, calcul du potentiel. Donc, on va utiliser le résultat qu'on vient d'obtenir, donc le calcul du champ, et on va utiliser ça pour en déduire le potentiel. Donc, on utilise la relation dV égale à moins le produit scalaire EDL. Alors, comme le champ a la direction de l'axe Z, eh bien, ce produit scalaire, je vous rappelle que le produit scalaire EDL, c'est c'est EX dx plus EY dy plus EZ dz. D'accord? Et comme il n'y a pas de composante EX ni de composante EY, eh bien, ce produit scalaire EDL, c'est uniquement le produit EZ dz, c'est-à-dire E dz. Alors, eh bien, ça veut dire que pour avoir le potentiel, il suffira d'intégrer cette expression pour avoir le potentiel V. Alors, on va procéder région par région. Donc, la région A, voici le champ que j'ai obtenu pour la région A. Donc, j'écris que dV, c'est moins E dz, c'est-à-dire moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 dz. Et j'intègre cette expression, j'intègre en fonction de la variable z. D'accord? Alors, tout ça étant une constante, eh bien, ça va me donner la constante multipliée par z plus une constante d'intégration que j'appelle K1. Alors, dans la région B, ben, je procède de la même façon. J'écris ce que c'est que le champ. D'accord? C'est moins sigma sur 2 epsilon 0 K. Donc, sa mesure algébrique, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Et euh, je multiplie par dz pour avoir dv. Alors, avec un signe moins devant, évidemment, puisque j'ai dv égale à moins e dz. Donc, ce signe moins disparaît. Et j'ai sigma sur 2 epsilon 0 dz. Alors, j'intègre. Eh bien, j'ai sigma z sur 2 epsilon 0 plus une constante d'intégration K2. Et enfin, dans la région C, le champ a pour mesure algébrique moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Donc, dV, ça sera plus 3 sigma sur 2 epsilon 0 dz. Et quand j'intègre, j'obtiens 3 sigma sur 2 epsilon 0 z plus la constante d'intégration K3. Alors, on va déterminer les constantes. Alors déjà, puisqu'on sait que le potentiel à z égale 0 est égal à 0, eh bien, ça va me permettre d'avoir, alors je vous rappelle ce que c'était que les régions A, B et C. A, c'est Z supérieur à A. B, c'est Z compris entre 0 et A. Et C, c'est Z inférieur à 0, Z négatif. Alors, il va y avoir les deux régions B et C qui ont comme frontière commune Z égale 0. D'accord? Donc, ça va me permettre de savoir que le potentiel à Z égale 0 est égal à 0. Ça va me permettre de déterminer les deux constantes K2 et K3. Alors, je vais commencer par K3. Eh bien, si je sais que pour Z égale 0, le potentiel est nul, eh bien, ça veut dire que la constante K3 est nulle. Donc, dans la région C, ben, je peux réécrire mon potentiel en mettant K3 égale 0. Alors ensuite, eh bien, je vais écrire la continuité du potentiel à la frontière entre la région B et la région C.
j'écris que en z égale 0, je connais le potentiel, donc je sais que le potentiel est nul. Alors, j'ai déjà ici, dans la région C, je sais que V, c'est 3 sigma Z sur 2 epsilon 0, et que dans la région B, c'est sigma sur 2 epsilon 0 Z plus K2. Mais je sais que Z égale 0 est une position commune à la région B et à la région C, ce qui fait que pour Z égale 0, eh bien, j'ai le potentiel dans la région C qui est égal à 0. Eh bien, ça veut dire qu'il sera aussi nul dans la région B à Z égale 0. Ça veut dire que K2 égale 0. Alors ensuite, continuité du potentiel en Z égale A. Alors, la coordonnée Z égale A, elle est commune à la région B et à la région A. Donc, je vais écrire que le potentiel est le même, que je l'écrive dans la région B ou dans la région A, je dois avoir la même valeur parce que le potentiel ne peut pas avoir deux valeurs différentes à la même position pour Z égale 1. Alors, j'écris donc que pour Z égale 1, les deux expressions sont valables. C'est-à-dire que j'ai l'expression que j'ai obtenue ici, d'accord? Pour Z égale A, j'ai cette expression, si je remplace Z par A, égale à celle-là quand je remplace Z par A. Parce que A est commun aux deux régions. Alors, je vous rappelle que K2 égale 0. Alors, j'écris que moins 3 sigma sur 2 epsilon 0A plus K1, ça c'est le potentiel dans la région A, égal au potentiel dans la région B. Alors attention, uniquement pour Z égale A, parce que A est commun aux deux régions. Alors ça me donne K1. Je fais passer ce terme-là ici, devient positif. Je vais avoir 3 demi plus 1 demi. Donc, 4 demi, c'est-à-dire 2. Donc, je vais avoir K1 égale à 2 sigma sur epsilon 0, petit a. Donc, le potentiel dans la région A, ben, je remplace K1 par sa valeur. Donc, c'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 Z plus 2 sigma A sur epsilon 0. Voilà, ensuite on vous demande de tracer les courbes, la courbe de V en fonction de Z. Alors, le potentiel dans la région, alors la région C, je vous rappelle que c'est pour les Z négatifs, hein. Dans la région C, eh bien, euh, j'ai ce résultat-là, d'accord? Alors, dans la région C, Z est toujours négatif. Sigma est négatif, ça veut dire que dans la région C, le potentiel est positif. D'accord? Alors, comment il varie Eh bien, il va augmenter quand le module de Z augmente. Voilà, si vous augmentez le module de Z, eh bien, vous allez avoir un potentiel qui va augmenter. Alors, dans la région B, dans la région B, on a trouvé que c'était sigma sur 2 epsilon 0 Z. Dans la région B, alors Z est compris entre 0 et A, donc Z est toujours positif. Sigma est négatif, ça veut dire que le potentiel est négatif dans la région B. Voilà. Et il va, il va varier de quelle façon? Si je regarde le module de V, si vous augmentez le module de Z, eh bien, le module de V va augmenter. Donc, j'ai bien ça. Alors, attention, c'est pas la même pente. Parce que ici, la pente, elle est de 3 demi, elle est de 3 sigma sur 2 epsilon 0. Alors qu'ici, la pente, elle est de sigma sur 2 epsilon 0. Donc, la pente ici, elle est 3 fois plus petite que là. Donc, faut faire attention à l'orientation de vos droites, hein.
Ici, la pente est plus grande, elle est 3 fois plus grande qu'ici. Alors ensuite, dans la région A, eh bien dans la région A, voilà l'expression du potentiel. Alors on va avoir Z étant positif et plus grand que A, eh bien je vais avoir, alors sigma Z va être positif, d'accord? Alors cette quantité sera négative pour certaines valeurs de Z et positive ailleurs. Alors on peut faire le calcul pour savoir à quel moment est-ce que le potentiel va devenir nul. Eh bien, il suffit de regarder ici quand est-ce que le potentiel est nul. Eh bien, c'est quand Z est égal à 4 tiers de A. Donc voilà, j'ai ma pente qui est l'opposé de celle-là, de celle de la région C. Donc au lieu que ça diminue, ça va augmenter, d'accord? Avec de la même façon, avec une pente opposée. Et j'aurai sur une certaine partie, pour certaines valeurs de Z, j'aurai un potentiel négatif. Et au-delà de 4 tiers de A, eh bien, le potentiel va être positif. Voilà, voilà ce qu'on peut dire du potentiel en fonction de Z. Est-ce que c'est clair? D'accord. Bon, eh ben on va passer à la distribution sphérique, hein. Voilà. Alors, je vous remets l'énoncé. Voilà, comme ça vous avez tout l'énoncé. Alors, de quoi il est question dans cet exercice? Alors, premièrement, en utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique E de R créé par une sphère portant une charge Q uniformément répartie en surface. Ensuite, deuxième question, deux sphères S1 et S2 concentriques creusent d'épaisseur négligeable et de rayons respectifs R1 et R2 sont uniformément chargées en surface avec des charges respectives Q1 et Q2. Établir l'expression du champ dans les régions A, B et C. Alors la région A se trouve à l'intérieur de la sphère de rayon R1. La région B se trouve entre les deux sphères et la région C se trouve à l'extérieur de la sphère de rayon R2. Troisième question, on considère que le potentiel électrique est nul à l'infini. Déterminer les expressions du potentiel électrique dans les trois régions A, B et C et calculer le potentiel de la sphère S1 si on connaît les rayons et les charges Q1 et Q2. Voilà. Alors, on va commencer par déterminer l'expression du champ créé par une sphère toute seule. Et puis, ça nous aidera ensuite à trouver le champ dans les trois régions si on a deux sphères. Alors, c'est toujours pareil, on a nos cinq étapes de l'application du théorème de Gauss. Premièrement, recherche de la direction du champ, choix de la surface de Gauss, calcul du flux, calcul de la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss et application du théorème de Gauss, phi égale Q intérieur sur epsilon 0. Donc, première étape,
c'est de trouver la direction du champ. Alors, comment on fait pour trouver la direction du champ? Eh bien, on regarde, est-ce qu'on peut trouver des éléments de symétrie? Alors, si vous prenez pour un point M qui va se trouver sur un axe OR, d'accord, qui aura la direction d'un rayon de cette sphère. Alors, si je mets mon point M ici et que je regarde quel est le champ que produit un petit morceau de la sphère, donc je l'appelle DS, d'accord, c'est-à-dire que en réalité, vous avez votre sphère qui est comme ça, et je vais prendre un petit carré de surface DS. Oui, ben, on va réessayer encore une fois. Alors, je prends un petit carré de surface DS, d'accord? Je vais regarder en un point M quel est le champ que va produire ce petit, ce petit carré, d'accord? Donc, voici... ah, bon, je renonce. Vous arrivez à imaginer le petit carré de surface DS. Ici, dans mon dessin, j'ai pas dessiné ça en perspective, j'ai dessiné une coupe, c'est-à-dire, imaginez que la sphère, elle est la moitié qui sort devant votre écran et l'autre moitié qui sort derrière votre écran. D'accord? Imaginez les deux parties de la sphère. J'ai une hémisphère vers nous et une hémisphère vers l'arrière de l'écran. Et je prends un petit carré sur cette sphère et je regarde quel est le champ qu'il produit. Donc, si ce petit carré est suffisamment petit pour être considéré comme une charge ponctuelle, pour que je puisse considérer que la charge qu'il porte est une charge ponctuelle, eh bien, je vais pouvoir trouver le champ créé par la charge dQ, d'accord, ici. Sur ce petit carré, je vais avoir dQ égale à sigma ds, d'accord? Voilà. Je vais essayer d'être plus têtu que la connexion. Alors, dQ égale à sigma ds. Si ds est suffisamment petit, je vais pouvoir considérer cette charge comme une charge ponctuelle et donc je peux appliquer toutes les définitions du champ qu'on a vues pour les charges ponctuelles. C'est-à-dire que je vais avoir dE égale à K dQ sur R carré multiplié par le vecteur unitaire U si je mets un vecteur unitaire U comme ça. Vous voyez que si je prends un petit carré très petit, je peux faire comme si ce petit carré, c'était une charge ponctuelle qui allait donner ce champ des U. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est pas uniquement un petit carré, c'est regarder l'ensemble, la totalité de la sphère. Et pour essayer de deviner quelle est la direction du champ, eh bien, on va chercher, est-ce qu'il existe un petit carré symétrique de DS par rapport à cette droite, à ce rayon OR? Eh bien, sur une sphère, quel que soit le petit morceau que vous choisissez, quel que soit le petit carré que vous allez prendre sur la sphère, eh bien, il aura toujours un symétrique par rapport au rayon. D'accord? Eh bien, ce petit carré symétrique des S',
il va donner un champ DE'. Et, eh bien, quand on regarde ces deux champs, eh bien, on se rend compte que leurs composantes, si on devait les décomposer, eh bien, la composante pour DE, j'aurais une composante DEX et une composante DE, on va dire, alors, on va dire plutôt DER, d'accord? Une composante horizontale et une composante verticale. Et le champ DE', si je le décompose, eh bien, il va avoir lui aussi la même composante. Il va avoir la même composante horizontale et une composante verticale qui sera opposée à celle-ci. C'est-à-dire que si je devais faire la somme DE plus DE', eh bien, j'aurais deux fois la composante horizontale et pas du tout de composante verticale puisqu'elles se sont annulées. Eh bien, je peux faire ça pour chaque petit carré et son symétrique et au bout du compte, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de composante horizontale, verticale, et qu'il n'y aura que des composantes horizontales qui vont toutes s'additionner et les composantes verticales vont s'annuler deux par deux. Conclusion, eh bien, la direction du champ, c'est la direction du rayon. Alors, on a pris ici un rayon horizontal, donc on a parlé de composantes horizontales et de composantes verticales, mais j'aurais pu prendre un rayon qui a une orientation quelconque. Ce qu'il faut voir, c'est que il n'y aura que les composantes qui sont suivant ce rayon qui vont s'additionner et toutes les autres vont s'annuler de par deux. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà comment on peut constater que la direction du champ est à la direction du rayon et qu'elle est radiale. On dit radiale, c'est en rapport avec le rayon. Est-ce que c'est bon? D'accord. Alors, on passe au choix de la surface de Gauss. Eh bien, la surface de Gauss doit être une surface fermée qui passe par le point où on calcule le champ et qui nous donne un calcul du flux qui soit le plus facile possible. D'accord? Donc, on ne va pas se compliquer la vie. La surface fermée qui se prête le mieux pour calculer le champ ici, eh bien, ça va être une sphère qui passe par le point M. D'accord? Donc, quelque chose comme ça. Voilà ce que je vais prendre comme surface de Gauss si le point M se trouve ici. Donc, c'est une surface, c'est bien une surface fermée, c'est bien une surface qui passe par le point M. Et maintenant, je vais calculer le flux et voir si le calcul du flux est simple. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme flux? Eh bien, le flux, ça sera la somme de tous les flux élémentaires, donc la somme de tous les EDS. Alors, comment sont les DS? Je n'ai peut-être pas dû effacer. Voilà, j'ai ma sphère chargée et j'ai ma surface de Gauss. Alors, qu'est-ce que je sais du champ? Je sais que le champ a la direction radiale, c'est-à-dire que si je le cherche ici, eh bien, il aura cette direction. Si je le cherche ici, il aura cette direction et ainsi de suite, d'accord? La direction radiale, c'est toujours la direction d'un rayon. Voilà donc la direction du champ.
Alors ensuite, j'ai considéré que la charge était positive, hein, c'est pour ça que j'ai représenté un champ répulsif. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire des, des petits des vecteurs ds qui représentent les petites surfaces ds. Alors je vous rappelle que sur la sphère, j'ai délimité les petits carrés et chaque carré est suffisamment petit pour être considéré comme un plan. Ce qui fait que je vais pouvoir le représenter par un vecteur surface qui sera perpendiculaire à ce plan. C'est-à-dire que je vous rappelle comment, comment on a défini le vecteur qui représente une surface. Si j'ai un plan S, eh bien le vecteur qui va représenter ce plan, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan, alors qui a un sens arbitraire et qui a pour module S, c'est la surface du plan. Eh bien ici, si je délimite sur ma surface des petits carrés suffisamment petits pour être considérés comme des plans, alors imaginons que mon, que je délimite ici cette partie-là comme étant une surface ds, eh bien son vecteur ds, il va être comment? Eh bien son vecteur ds, il aura la direction du rayon, d'accord? Parce que sur, sur une sphère, tous les petits carrés que vous pouvez délimiter, donc tous les petits plans que vous pouvez délimiter, auront tous une orientation perpendiculaire au rayon. Donc, ce qu'on peut, ce qu'on peut affirmer, c'est que tous les vecteurs ds seront parallèles. Si je dessine celui-ci, si je prends cette surface-là et que je dessine mon vecteur ds, et bien vous voyez bien que partout, sur toute la sphère, dans toutes les directions de l'espace, eh bien vous allez avoir le vecteur E qui a la direction radiale, et le vecteur ds qui a lui aussi la direction radiale parce qu'il est perpendiculaire à la surface, localement à la surface de la sphère. Donc j'aurai pour chaque petite surface ds, pour chaque petit carré ds, j'aurai E et ds qui auront la même direction. Alors, j'écris donc que le flux, c'est la somme des flux élémentaires. Comme E et ds ont même direction et même sens, eh bien, j'écris que c'est le produit des modules des deux vecteurs E et ds. Comme tous les points de la sphère de la surface de Gauss se trouvent à égale distance de la charge, eh bien, il est très facile d'imaginer que le champ est forcément le même en tout point de cette surface, puisque tous les points de la sphère en noir ici se trouvent à la même distance de la sphère chargée. Donc, tous les points de la surface de Gauss sont équivalents par rapport à la charge. Donc, j'aurai la même valeur du champ en tout point de cette surface de Gauss. Donc, ce terme-là, je peux le sortir de l'intégrale et j'aurai E multiplié par la somme de tous les ds, la somme de tous les modules des ds. Alors, la somme de tous les modules des ds, eh bien, c'est la somme de toutes les petites surfaces ds. Je vous rappelle que le module du vecteur ds qui représente le petit carré, c'est la valeur de la surface. Donc ici, je fais la somme de toutes les surfaces de chaque petit carré. Et donc, on a la surface totale. La somme de des surfaces de tous les petits carrés me donne la surface de la sphère. Et la surface d'une sphère de rayon petit r, c'est 4pi r carré. Voilà. Alors, maintenant, on va calculer la charge intérieure
à la surface de Gauss. Alors ici, on va séparer les deux cas. Si le point M se trouve à l'intérieur de la sphère chargée et si le point M se trouve à l'extérieur de la sphère chargée. Alors, quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss? Eh bien, vous voyez bien que toute la charge se trouve à l'extérieur. Donc, la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est 0. Par contre, pour petit r plus grand que grand R, ma surface de Gauss, c'est une sphère de rayon petit r plus grand que grand R. Quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur? Eh bien, c'est la totalité de la sphère, donc c'est toute la charge grand Q. Voilà, donc la charge intérieure, elle est nulle si le point M se trouve à l'intérieur de la sphère chargée et égale à Q si le point M se trouve à l'extérieur de la sphère chargée. Alors maintenant, dernière étape, on applique le théorème de Gauss. Donc on écrit que le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Donc le flux, on a trouvé que c'était E multiplié par 4pi r carré. Et la charge, eh bien, on a trouvé deux résultats différents. 0 si R est inférieur à grand R et Q si R est supérieur à grand R. Donc, je remplace ici le flux égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Donc, j'ai la seule possibilité pour que cette équation soit vraie, c'est que E soit égal à 0. D'accord? Et ici, eh bien, j'ai remplacé Q intérieur par la charge totale de la sphère et ça me donne E égale à Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Alors, je vous rappelle que 1 sur 4pi epsilon 0, c'est la constante K qui apparaît dans la loi de Coulomb. Donc, ça revient à écrire que E, c'est KQ sur R carré. Eh bien, ce résultat, c'est un résultat qu'on connaît bien, c'est le champ qui est produit par une charge ponctuelle en un point qui se trouve à la distance petit r de cette charge. Alors, c'est un résultat très intéressant parce que ça veut dire que, vu de l'extérieur, quand on calcule le champ qui est créé par une sphère chargée en surface, eh bien, vu de l'extérieur, tout se passe comme si toute la charge était concentrée au centre de la sphère. Puisque le résultat qu'on obtient, c'est le résultat d'une charge, du champ produit par une charge ponctuelle. Alors, je vous ai tracé là la variation du champ électrique. Donc, à l'intérieur de la sphère, le champ est nul. Et à l'extérieur, eh bien, il va aller en diminuant. Il devient nul quand R tend vers l'infini. Et il a sa valeur maximale sur la sphère quand petit r est égal à grand R. Alors, vous voyez bien qu'il y a ici une discontinuité du champ, c'est-à-dire que pour petit r égale grand R, eh bien, j'ai deux valeurs différentes pour le champ. Vu de l'intérieur, le champ est nul, et vu de l'extérieur, le champ est égal à KQ sur grand R carré. Voilà. Alors, maintenant, eh ben, on va passer à notre exercice, calcul du champ dans les trois régions A, B et C. Alors, on va pouvoir aller un petit peu plus vite. La direction du champ, eh bien, à partir du moment où vous avez une distribution sphérique, eh bien, la direction du champ, elle est toujours radiale. Elle est suivant un rayon. Alors, la surface de Gauss, pareil.
quand vous avez la charge qui est répartie sur une sphère, eh bien la surface de Gauss que vous devez choisir est obligatoirement une surface sphérique. Ce sera une sphère de centre O qui est le centre de la sphère chargée et de rayon petit r allant de 0 jusqu'à l'infini. Alors le flux, eh ben, on l'a déjà calculé tout à l'heure, donc on reprend le résultat de tout à l'heure. Phi égale E multiplié par 4pi r carré. Et maintenant, là où les choses vont commencer à être un petit peu particulières, c'est dans le calcul de la charge intérieure à la surface de Gauss. Alors, on y va. Je vous rappelle que la charge est portée par la sphère de rayon R1, c'est la charge Q1, et par la sphère de rayon R2, qui est la charge Q2. D'accord? Dans la région A, mon point M se trouve à l'intérieur de la sphère de rayon R1. Ça veut dire que ma surface de Gauss, qui doit obligatoirement passer par le point M, ma surface de Gauss sera une sphère de rayon petit r inférieure à R1. D'accord? Donc, je vais écrire ici que petit r est inférieur à R1. C'est bon? Mon point M se trouve quelque part ici. Ici, voici mon point M. Ma surface de Gauss doit passer par le point M. Et j'ai petit r, pardon, pas ça, petit r inférieur à R1. D'accord? Alors, quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de cette sphère en pointillé? Eh bien, 0, parce que toute la charge se trouve à l'extérieur. J'ai la charge Q1 qui est à l'extérieur de cette sphère, la charge Q2 qui est à l'extérieur de cette sphère. Donc ici, je peux dire que la charge intérieure est égale à 0. Maintenant, je vais regarder si mon point M se trouve ici, c'est-à-dire que R, la distance OM, R est compris entre R1 et R2. D'accord? Alors, quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de la sphère en pointillé? Eh bien, il y a toute la sphère de rayon R1 qui est enfermée à l'intérieur. Donc, la charge intérieure à la surface de Gauss, ça sera Q1. Alors, dernière région, la région C, donc mon point M se trouve ici. La surface de Gauss passe par le point M et le point M est tel que la distance OM, qui est R, est supérieure à R2. D'accord? Alors, quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de cette sphère en pointillé, qui est la surface de Gauss? Eh bien, j'ai les deux sphères qui sont enfermées à l'intérieur. Donc, j'ai la charge de la sphère S1 plus la charge de la sphère S2. Donc, j'ai Q1 plus Q2. Voilà donc pour la charge. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer le théorème de Gauss. Alors j'écris que phi, c'est la charge intérieure sur epsilon 0. Alors dans la région A, j'ai trouvé que la charge était nulle. Donc ça va me donner le flux égal à 0 sur epsilon 0. Ça veut dire que E est forcément nul. Dans la région B, on a trouvé que la charge intérieure, c'était Q1. Donc, j'écris que c'est Q1 sur le flux égal à Q1 sur epsilon 0. Ce qui me donne E égale, je vais passer ce terme-là ici, Q1 sur 4pi epsilon 0 R carré. Et pour la région C,
où la charge intérieure, c'est la somme des charges Q1 et Q2, eh bien, j'écris que le flux, c'est Q1 plus Q2 sur epsilon 0, c'est-à-dire que E, c'est Q1 plus Q2 sur 4 pi epsilon 0 R carré. Voilà donc les trois expressions du champ dans la région A, dans la région B et dans la région C. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Ok. Ok. Alors, on va passer au calcul du potentiel. Alors, on nous dit de prendre le potentiel, le nul à l'infini et de trouver les expressions du potentiel dans les trois régions. Alors, dans la mesure où le potentiel, où le champ est radial, eh bien, l'expression dV égale à moins EDL devient dV égale à moins EDR, d'accord? Et que donc le potentiel reviendra à intégrer cette expression. Donc, dans la région A, eh bien, je remplace à chaque fois, dans chaque région, je remplace le champ par l'expression que j'ai trouvée. Donc, dans la région A, j'ai trouvé que le champ était nul. Donc, l'intégrale, ça va me donner une constante que j'appelle K1. Dans la région B, eh bien, j'avais trouvé un champ qui est égal à Q1 sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc, j'intègre cette expression. Alors, c'est si je sors Q1 sur 4pi epsilon 0 de l'intégrale, il me reste moins dr sur R carré. C'est une fonction particulière. Je connais son intégrale, c'est plus 1 sur R. Donc, j'ai Q1 sur 4pi epsilon 0 R plus une constante d'intégration. Et pareil pour la région C. Alors, voici l'expression du champ qu'on a trouvé, Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc, j'intègre en fonction de R. Je sors Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 de mon intégrale. Et il me reste moins dr sur R carré. Et l'intégrale de moins dr sur R carré, c'est plus 1 sur R. Donc, j'ai Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R plus la constante d'intégration. Alors, il va falloir déterminer les constantes d'intégration. On va partir de la donnée qu'on a, c'est-à-dire que V à l'infini est égal à 0. Donc, on va regarder la région qui est concernée par R qui pourrait tendre vers l'infini. Eh bien, c'est la région C, parce que C, c'est la région où petit r est supérieur à R2. Donc, ça peut aller de R2 jusqu'à l'infini. Donc, je vais prendre mon expression de la région C et je vais dire que le potentiel est nul à l'infini. C'est-à-dire que je mets R qui tend vers l'infini. D'accord? Donc, je vais avoir Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 l'infini, plus K3 égale 0, puisque je sais que le potentiel est nul à l'infini. Alors, si j'écris que 0 est égal à Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 par l'infini plus K3, je sais que si R tend vers l'infini, eh bien cette expression tend vers 0. Donc, je vais avoir K3 égale 0. Ce qui me donne dans la région C, eh bien uniquement cette expression, puisque K3 est égal à 0. Donc, dans la région C, V, c'est Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R. Alors, ensuite, on écrit la continuité du potentiel, c'est-à-dire qu'à la frontière entre deux régions,
les deux expressions différentes que j'ai trouvées pour le potentiel doivent me donner le même résultat. Donc, en R2, eh ben, j'écris que R2 appartient à la fois à la région B et à la région C, d'accord? C'est la frontière entre les deux. Donc, j'écris que ce résultat-là, Q1 plus 4pi epsilon 0 R2 plus K2, est égal à ce que j'ai trouvé dans la région C, c'est-à-dire Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R2. D'accord? Je n'ai l'égalité entre cette expression et celle-là que pour petit r égale R2 parce que R2 est commun aux deux régions. Donc, j'écris l'égalité entre les deux expressions pour petit r égale R2 et j'ai K2 égale, alors si je fais passer ce terme-là à droite, eh bien il va s'annuler avec le Q1 sur 4pi epsilon 0 R2, c'est-à-dire que K2 c'est Q2 sur 4pi epsilon 0 R2. Donc dans la région B, V c'est la somme de deux termes, un terme qui varie en fonction de R et un terme constant qu'on exprime en fonction de R2. Alors ensuite, on écrit la continuité du potentiel en R1, c'est-à-dire qu'on écrit que petit r égale R1, c'est la frontière entre la région A et la région B, et que les deux expressions qu'on a trouvées pour le potentiel doivent donner le même résultat quand petit r est égal à R1. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé que dans la région A, c'était une constante, et que dans la région B, on avait trouvé ce résultat. Eh bien, pour petit r égale R1, je dois écrire que cette expression-là est égale à K1 pour petit r égale R1. Donc, ça me donne la valeur de la constante K1. Donc, Q1 sur 4pi epsilon 0 R1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R2. Alors, voilà en résumé les trois expressions différentes qu'on a trouvées pour le potentiel. Voilà. Alors, dernière question, calculer le potentiel de la sphère S1. Alors, le potentiel de la sphère S1, eh bien, c'est le potentiel de la région A, d'accord? C'est-à-dire le potentiel de la sphère R1, le potentiel de la sphère S1, c'est le potentiel pour petit r égale R1, d'accord? Et même pour petit r inférieur ou égal à R1, puisqu'on a trouvé que le potentiel dans la région A était un potentiel constant. D'accord? Ici, on va écrire ça. Ça, c'est le potentiel. Alors, le potentiel pour petit r inférieur ou égal à R1, puisqu'on a trouvé que le potentiel pour petit r inférieur ou égal à R1 était constant. D'accord? Donc, il suffit, on va dire que c'est le potentiel quand petit r est égal à R1. D'accord? C'est notre fameuse constante K1. D'accord? Et voilà l'expression qu'on a trouvée. Donc, il suffit de remplacer Q1, Q2, R1, R2 et vous trouvez 180 volts. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions?